Parce que je suis en retard et parce que nous sommes en retard, nous allons faire ça le plus simplement possible, c'est-à-dire que je vais d'abord vous demander de vous présenter. Ça va être plus simple et plus rapide pour tout le monde. Vous allez peut-être, juste dans votre présentation, en vous nommant, nous dire d'abord pourquoi, qu'est-ce qui vous amène à vous interroger sur la question de la nourriture. Et nous verrons à peu près après, dans une autre deuxième temps, les liens entre art, nourriture, corps. Et madame, malheureusement, je vous regarde, je vais commencer avec vous. Alors, c'est pas malheureusement, et donc ça fonctionne. En fait, non, on fait semblant. Non, mais on a besoin. Non, donc, je fais à demi-semblant. Bonjour, mon nom est Mélanie Boucher. J'ai travaillé avec Marcel Blouin en 2002-2003 à la municipalité d'Orange, donc je connais un peu cet événement-là. C'est le moment où je me suis mise à m'intéresser à la nourriture en art contemporain, actuel, maintenant dans la modernité artistique également. Je m'y intéresse d'abord et avant tout pour l'utilisation de l'aliment même, donc l'aliment comme sujet, comme représentation, mais également comme matière. Et ma thèse de doctorat porte précisément sur l'utilisation des aliments dans les pratiques performatives. Voilà. Merci. Patrice Soulier, moi aussi je vais faire semblant d'utiliser ce micro. Patrice Soulier, donc professeur au département d'histoire de l'art de l'UQAM, par ailleurs aussi critique et parfois de temps à autre aussi commissaire. Marcel Blouin le disait lors de son accueil il y a quelques minutes. Avec Mélanie donc, et Marcel Blouin, j'avais eu le plaisir, l'honneur vraiment d'inaugurer en tant que commissaire donc, la série, donc la triennale d'Orange. Je me suis intéressé et je m'intéresse à nouveau avec vous aujourd'hui, ce matin, donc à la nourriture et aussi à l'animal. Je m'y suis intéressé donc, entre autres, dans la mesure où, peut-être moins comme un matériau, comme Mélanie en a traité dans ses recherches, mais en fait un peu comme un ressort à la participation, à la relation, donc la nourriture au fond, par le biais du repas, par exemple, par le biais de l'aliment, du geste de s'alimenter, l'aliment en tant que tel comme ressort de la rencontre dans des pratiques relationnelles où les artistes donc, utilisent la nourriture pour favoriser donc l'échange ou des échanges avec le public, avec les spectateurs. Merci. Les spectateurs qui passent à l'action à ce moment-là. Merci. Alors, bonjour, mon nom est Yannick Martin, excusez ma voix caverneuse, je suis attaqué par les allergies. Je suis économiste, je suis entre autres un économiste des arts et de la culture. Ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est que je m'intéresse beaucoup à l'évolution du capitalisme et à ses effets sur les relations sociales, la créativité et les liens qui nous unissent. Donc, avec mes amis ici, on va réfléchir à l'aspect animal dans l'art, dans l'histoire de l'art, et comment c'est relié au capitalisme dans mon cas. Et comment c'est relié aussi à la marchandisation de choses, presque. Merci. Alors moi, c'est Élise Desaulniers. Je vais faire non seulement semblant de parler dans un micro, mais de ne pas être intimidée par ces gens autour de moi. Donc moi, je m'intéresse à l'éthique alimentaire. J'ai publié l'automne dernier un livre à ce sujet-là. Donc je m'intéresse aux conséquences de notre alimentation sur l'environnement, sur la santé des travailleurs, mais particulièrement sur les animaux. Donc, je suis peut-être ici pour parler au nom des animaux. Ça prend quelqu'un, tu sais. Et notamment, ce qui peut être intéressant, c'est que je suis végane. Dans mon alimentation, je ne consomme aucun produit d'origine animale et on pourra en discuter plus longuement. Donc, je m'intéresse à nos obligations obligations morales envers les animaux pris comme individus et aux conséquences de nos choix alimentaires sur la vie. Merci beaucoup, madame. Oui, bonjour. Moi, mon nom, c'est Jean-Pierre Demers. Ça fait 25 ans que je travaille en duo avec Hélène Doyon ici.
Nous avons, bon, on va dire tout de suite, nous sommes des artistes-chercheurs en socio-esthétique et post-disciplinarité. On a toujours utilisé je dirais l'animal ou la nourriture, souvent pour inciter les gens à participer. Comme le mentionnait tout à l'heure. Là, on peut aussi bien l'utiliser dans d'autres cas aussi. On n'est pas des artistes à cause, mais si on a besoin du manger, on va le prendre comme un matériau. Ou on va le prendre comme un échange ou pour créer de la sociabilité. En fait, on est très ouvert. Ça a été le cas jusqu'à peut-être que je prête le micro pour que je joue moi aussi. Ça a été le cas jusqu'à maintenant, effectivement. Donc, on a organisé au moins 3 repas. Plusieurs fois, il y avait de la nourriture dans nos performances. Et cette fois-ci, c'est tout à fait inhabituel. Orange nous a invités à réfléchir sur ce thème. Nous avons trouvé le défi absolument difficile, la question de la mort. On l'avait déjà abordé, mais mort et nourriture, on trouvait que c'était une double thématique qui rendait la réflexion. Nous l'avions abordé dans une pièce qui s'appelait Les Veuves de chasse. Et on invitait les veuves de chasse à venir participer à un repas qui était auto-capté par eux-mêmes et qui gardait, parce qu'on ne voulait pas utiliser la culture populaire et la mettre dans un milieu élitiste. Alors, il y a très peu de documents sur cette pièce-là, mais il y a des textes. Donc, cette fois-ci, à notre grand étonnement, nous avons créé un environnement stérile, on pourrait dire, et clandestin, dans lequel nous avons installé 2 thématiques qui nous ont intéressés à la suite des discussions avec nos commissaires, théophagie et anthropophagie. Donc, nous sommes partis de l'idée du Christ. Nous avons intitulé l'œuvre Prenez et mangez. Et nous avons pensé à cette question de la communion, donc du corps du Christ qui était donné à sa communauté, et le lien avec ces cultures plus ancestrales qui se partagent des parties du corps funèbre pour transcender, faire passer les qualités du défunt dans la communauté à suivre. Voilà. Merci. Avant qu'on entre trop justement dans le vif du sujet, oui, c'est ça, qui ne sera pas si facile que ça à définir parce que vous êtes un groupe riche avec des points de vue, des points de départ différents. Alors, je vais donc d'abord peut-être vous poser une question parce qu'on parle de trajectoire. Vous avez parlé beaucoup de liens, de rapports sociaux, de questions éthiques, même dans l'utilisation de la nourriture de l'animal et dans les œuvres artistiques. Si je vous demandais, parce que ça s'appelle trajectoire aussi, ce colloque, si je vous demandais une idée en partant, vous pouvez prendre chacun quelques minutes évidemment pour y penser, qui est celle où on se dit, c'est via cette idée où on peut comprendre, l'art questionne le rapport entre le corps, la nourriture et la mort. Alors, c'est quoi l'idée? Quel serait le fil ou le filon qui ferait qu'on pourrait dire à partir de quoi? Ou c'est quoi qu'on questionne effectivement? Tout ça, chacun évidemment dans vos champs respectifs. C'est quoi le lien et comment est-ce que l'art peut continuer à questionner ça? Pour vous, madame, peut-être, qui est représentée... Ah, parce que moi, je n'ai pas de minute. Parce que vous avez dit que vous représentiez l'animal ce matin. C'était peut-être c'est ça. Alors, vous y avez certainement déjà réfléchi avant, mais quel est effectivement ce filon? Est-ce qu'il y a un lieu où on peut l'identifier de façon plus précise? Et qui a parlé de socialisation? De lieu de rencontre aussi autour de la nourriture, monsieur. Alors, c'est tous ces concepts que j'aime, mais qu'on retrouve peut-être dans un petit film. Oui. Votre Mais travail est difficile de c'est lire, là. assez complexe. Mais je continue de faire semblant de parler dans un micro. Ben, quand j'ai commencé à réfléchir pour ce colloque-là, parce que vraiment tout le monde, je n'ai pas de notes, mais j'ai réfléchi. C'est avant qu'on n'a pas réfléchi. Mais il y a plein de films qu'on peut suivre quand on réfléchit au rapport entre l'art et les animaux et la mort. Ce qui est intéressant, c'est que moi je n'ai pas du tout un background en art.
je suis une spectatrice d'art contemporain, mais j'avais jamais réfléchi au lien entre mon travail en éthique alimentaire et l'art avant de venir ici. Et ce qui est assez étonnant, c'est que je vois que dans ma réflexion éthique, dans ma réflexion morale sur mon propre rapport avec les animaux, l'art n'a pas joué de rôle très important, mis à part une œuvre, et c'est intéressant parce qu'elle est ici, c'est la série de photos d'Alessandra Sanguinetti qu'on trouve à l'entrée. Parce que souvent, c'est pas parce qu'il y a des animaux dans l'art que ça amène une réflexion. Par exemple, si on prend la performance de Karine Turcot qu'on vient de voir, on a pu être choqué, on a pu trembler, on a pu trouver ça dégueulasse, avoir un crâne de vache. Est-ce que ça modifie nécessairement nos habitudes alimentaires? Est-ce que les gens sortant d'ici vont mettre du lait de soya plutôt que du lait de vache dans leur café? Pas nécessairement. Et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'œuvres. On est touché, mais ça ne modifie pas nos façons de voir la nourriture. Par contre, l'œuvre d'Alessandra Sanguinetti, que j'avais vue à New York il y a 5 ou 6 ans, m'avait fait prendre conscience que ce que je mangeais à l'époque, la viande, c'était des animaux morts. Et je voyais dans cette œuvre-là tout le processus, ce qui est assez rare. Ça ne donne pas de réponse très précise à votre question, mais ça permet aux autres de penser. Donc, et donc, je pense qu'il faudrait trouver une façon de classifier les différentes formes d'expression artistique pour voir qu'il y en a qui utilisent des animaux parce que c'est cool, qui utilisent des animaux parce que c'est un matériau intéressant, qui utilisent des animaux pour choquer, mais il y en a d'autres qui utilisent des animaux pour faire réfléchir, pour amener des réactions. Dans le cas d'Alessandra Sanguinetti, je pense que c'est le cas. Il y a d'autres exemples comme les poissons dans le blender dont tout le monde a entendu parler. C'est un artiste, je ne me rappelle plus son nom, mais tu dois l'avoir dans tes notes, toi. C'est un artiste qui, au début des années 2000, avait mis des poissons dans un blender, dans une galerie. Et c'était que ça, mais le spectateur pouvait appuyer sur le petit bouton et on se retrouvait avec du jus de poisson. Et dans certains pays, ça avait passé complètement inaperçu. Ailleurs, il avait été fortement critiqué par les groupes de défense des droits des animaux. Et une œuvre comme ça, effectivement, sacrifie les animaux. Mais ça, je pense, ça amène une réflexion assez forte sur notre rapport avec la mort. Et ça peut modifier des habitudes de consommation. Et ça c'est encore important. Donc là, je laisse assez de temps. Oui, non, mais on va les laisser réfléchir encore un peu. Puisque. Non, je vais poser une question suivie. Non, mais je vais vous poser une question de suivi. Est-ce qu'on parle, parce que vous avez parlé d'éthique, alors est-ce que si vous parlez de classification, on peut dire qu'on utilise les animaux, si c'est pour nous faire réfléchir dans l'art contemporain, est-ce qu'il y a une gradation aussi par rapport aux gestes éthiques ou non éthiques qu'on porte? Il y a différentes approches en éthique. On ne donnera pas un cours de philo ici, mais on peut avoir une approche déontologique où il ne faut pas tuer, il y a des règles, et puis à partir du moment où tu tues un animal, peu importe pour quelle raison c'est mal, il y a un mouvement qui est plus conséquentialiste, où on réfléchit aux conséquences des gestes qu'on pose, où là, sacrifier un animal pourrait être intéressant parce que les conséquences sont, oui, il y a un corps animal qui est sacrifié, mais ce qui en résulte a des conséquences plus positives que le sacrifice de l'animal lui-même. Donc oui, il y a une gradation. Utiliser un animal qui est mort par accident, c'est pas la même chose que de laisser un chien mourir, comme on a vu dans d'autres performances, mais je pense qu'il faut surtout d'abord se questionner sur l'intention de l'artiste, c'est juste pour faire cool ou c'est pour amener des changements de comportement. Et ensuite, voir comment le sacrifice de l'animal a été fait. OK. Et on va se réfléchir. On peut passer le micro à vous. Oui. On a l'habitude, j'ai plein de notes, j'ai tout compris ce que j'avais écrit. Moi, évidemment, je vais prendre le problème par l'autre sens, c'est-à-dire l'influence de l'évolution de la société sur comment elle est reflétée, cette évolution-là, dans l'art contemporain. Vous parlez de trajectoire, donc qui est notre mot-clé aujourd'hui. Je pense que la marche du capitalisme, depuis 250 ans à peu près, c'est une machine à bouffer des frontières. Donc, on parle de trajectoire, c'est franchir des frontières. Et le capitalisme, pour moi, un de ses moteurs les plus forts, c'est de bouffer ces frontières-là en les désacralisant. D'abord, les frontières spatiales, les frontières des relations sociales. On le voit de plus en plus comment à peu près toutes les relations sociales sont médiatisées par un discours économique
de coût-bénéfice. On analyse même la volonté d'être en couple par une analyse coût-bénéfice ou avoir des enfants, etc. Et dans un troisième temps, de façon plus profonde, sur notre nature même, sur notre identité comme citoyen, comme humain, avec les gros guillemets. Et cette marche-là a fait en sorte que, disons, à partir du début du 20e siècle, mais surtout la deuxième moitié du 20e siècle, la frontière entre la nature du vivant et la culture du vivant, pour reprendre les mots d'Habermas, a été complètement s'est épanouie. Hein? On est comme à une ère, j'aime ça que les gens qui disent oui, c'est tellement rassurant. J'enseigne. Oui, c'est ça, exact. J'ai enseigné en fait à l'université, c'est le contraire. Donc, cette frontière entre la nature du vivant et la culture du vivant est de plus en plus estompée, voire annihilée complètement, dans une ère qu'on pourrait qualifier de post-biologique, où on maîtrise le vivant, comme on maîtrise comme la machine de marchandisation s'étend à peu près toutes les sphères de la vie humaine, même de la sphère, la planète au grand complet. Ce qui fait qu'on revoit, je pense, depuis, je ne sais pas, je ne suis pas historien de l'art évidemment, mais depuis 20-30 ans, dans certaines propositions artistiques, le retour à cette interrogation sur la frontière entre nous comme animal, évidemment, et l'autre animal, celui qui naît, pour reprendre les mots de Passet, les animaux non humains. Il y a des têtes qui se fâchent. Oui, c'est ça. On peut penser cette très célèbre toile de Francis Bacon qui s'appelait Figure with Meat, où on a une espèce de pape défiguré, un peu, je pourrais dire, et deux demi-morceaux de viande gigantesques à l'arrière de lui qui fait comme les ailes d'un ange. Donc elle date des années 50, cette toile-là. C'est comme pour moi, elle est emblématique, je ne sais pas que c'est une frontière ou quoi que ce soit, là, un acte fondateur, mais elle est emblématique de ce retour à cette espèce d'ambiguïté, ce questionnement. Ceux qui avaient vu Sterback à Montréal, c'est il y a 20 ans à peu près, avec sa fameuse robe de chair, et interrogeait beaucoup cette frontière, le vêtement comme peut-être emblème tellement emblématique de la marchandisation, en même temps l'animalité derrière tout ça, nous comme animal qui l'apportons, etc. Donc tout ça pour dire, je pense que la marche sociale historique du capitalisme qui vise à bouffer à peu près tout pour le rendre marchandise, c'est surtout bouffer toutes ces limites-là, bouffer toutes ces frontières-là, désacraliser ces frontières-là. Et les artistes comme les philosophes, comme les poètes, comme je disais, artistes en art visuel, et surtout en performance peut-être même, nous renvoient un peu cette réalité-là, je pense, depuis 20 ans, de façon assez marquée. On le voit ici, évidemment, on l'a vu dans la performance de Karine tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est emblématique pour moi de cette rupture de frontières, dans cette trajectoire du capitalisme. Est-ce qu'on peut continuer à les repousser, les frontières? Est-ce qu'on est rendu à la limite ou on continue? Je pense que d'année en année, là, on pourrait dévier un petit peu, mais d'année en année, on voit qu'on les repousse à ces frontières-là à partir du moment où, présentement, il y a des débats juridiques, éthiques et scientifiques autour de la propriété du vivant, de l'ADN, de la transformation génétique, etc. On commence à être comment on dit ça, pas des démiurges, mais enfin à se placer à la place du créateur, hein, quand on commence à vouloir maîtriser et marchandiser le vivant à ce point, en allant jusqu'à l'élément fondamental de la vie qui est l'ADN. Quelle sera la prochaine frontière? J'en ai aucune idée, mais pour moi, on la repousse à chaque fois. Okay. Merci. Oui, bien en fait, je vais enchaîner sur ce que vous dites parce que je trouve également que les artistes repoussent les frontières et il s'agit là d'un sujet fort intéressant. Je dirais repousser les frontières ou plutôt les rendre de plus en plus floues, c'est-à-dire mélanger ce qui auparavant était catégorisé, polarisé. Et en ce sens-là, je ne suis pas certaine que les œuvres soit provoquent, soit vont provoquer des changements. Il y a aussi une catégorie d'œuvres qui, moi, m'apparaît être la plus intéressante. Il s'agit de ces œuvres qui ne sont pas des pamphlets, hein, donc qui ne veulent pas nécessairement changer nos habitudes, mais qui plutôt montrent la complexité des enjeux liés à la nourriture, bien sûr, et à la mort, pour nous faire réfléchir et trouver, nous, nos propres
réponse à ces questionnements qui nous habitent dans notre quotidien, puisqu'il s'agit de la nourriture, puisqu'il s'agit de la vie, puisqu'il s'agit de la mort. Maintenant, moi, puisque je vais prendre la position d'historienne de l'art, ce qui m'apparaît intéressant en lien avec la nourriture et la mort est le choix des aliments que vont faire les artistes pour traiter de ce sujet-là, pour parler de la vie et de la mort. Parce qu'il me semble qu'il y a une gamme d'aliments qui seront réutilisés d'artiste en artiste pour pouvoir traiter de ce sujet-là. Des aliments qui sont des références directes au corps humain. Donc, bien sûr, la viande, lait, parce que nous sommes faits de viande. Il y a aussi le lait, le miel, les œufs, donc des aliments qui ont été utilisés dans les performances de Karine Turcot aujourd'hui et au vernissage de Orange. Et ces aliments-là forment deux grands groupes. Donc, le premier, le lait, le miel, les œufs, sont des aliments qui sont liés à la vie. Évidemment, la viande et l'animal étant liés à la mort. Et par ce truchement-là, par cette mise en relation-là des aliments, donc on l'a vu, le lait et la bête aujourd'hui, on provoque une réflexion donc, qui va au-delà du désir de faire changer nos habitudes, mais qui nous amène à voir les liens qu'il y a entre ces différents éléments-là qui étaient auparavant polarisés. Puis là, bon, on pourrait avoir une réflexion sur la modernité qui polarisait et catégorisait l'être humain par rapport aux autres espèces de cette planète. Je rebondirais aussi simplement en essayant, je vais en oublier, d'attraper quelques-uns des fils, la question des fils conducteurs. Alors, il y a plus que des fils, en fait, il y a déjà un réseau de clés, de pistes, je pense, qui viennent déjà d'être énoncées. Je rebondis notamment à partir de la question de l'éthique, parce que ça, c'est intéressant dans le domaine qui est le nôtre, en fait, celui de Mélanie, comme historien de l'art, dans l'expérience esthétique, dans l'analyse des œuvres. Très fréquemment, l'éthique, la question de l'éthique, elle est mise de côté. Elle ne se pose pas, sauf cas exceptionnel. L'intérêt dans l'art contemporain d'utiliser de véritables animaux, morts ou vivants, c'est entre autres de réveiller cette question d'éthique. C'est-à-dire qu'avec l'exemple de ces poissons rouges absolument banals, qui sont mis donc dans des mélangeurs et face auxquels le spectateur éprouve cette possibilité de pouvoir, de les maintenir en vie, de leur donner la mort. C'est drôle, c'est rigolo, c'est intéressant, c'est en même temps aussi un peu provocateur et c'est aussi scandaleux. Et ça amène à poser de véritables questions sur cette domination de l'être humain sur le vivant et la nature dont on vient aussi à l'instant de parler. Alors, je dirais simplement, pour revenir donc pour rester sur le terrain de l'art, et là, je rebondis aussi sur un certain nombre d'œuvres qui nous sont présentées ici à Orange. Je dirais qu'une des vertus de l'art, c'est notamment de révéler ce qui est très généralement occulté dans notre rapport à la nourriture et à l'animal, la mise à mort, le fait que les animaux que l'on mange, si on est carnivore, on ne sait pas exactement d'où ils viennent, comment ils ont vécu, et on peut se documenter, bien sûr, mais ce passage à la mort, cet abattage, on ne le voit habituellement pas. Alors là, je dirais, plusieurs œuvres d'art ont d'abord cette vertu, au fond, de nous donner à voir cette trajectoire de l'animal depuis sa condition d'être vivant, naturel, dans la nature même peut-être, ou dans la ferme, par exemple, où il est élevé, jusqu'à notre assiette en passant par toutes les étapes. L'autre clé peut-être que j'aimerais proposer, toujours dans cette idée de nous demander, au fond, à quoi sert l'art? À quoi sert l'art contemporain qui travaille avec ou sur les animaux? L'autre clé que j'aimerais proposer, c'est que l'art contemporain, à l'instar de la civilisation, exploite, utilise l'animal, donc fait en grande partie ou très souvent de l'animal un objet, une matière, un matériau, etc. Mais je pense qu'il y a aussi des œuvres, des pratiques qui visent à nous amener à rencontrer l'animal
donc à rencontrer l'animal comme sujet en tant que tel. Et dans les pratiques que l'on voit, dans les œuvres que l'on voit ici dans l'exposition, notamment, précisément, on ne rencontre pas tant l'animal en général comme abstraction que des animaux, c'est-à-dire des individus. Et la présence de dépouilles concrètes a aussi donc ce mérite de nous amener à nous demander quelle est l'origine de cet animal qui, il n'y a pas si longtemps, naguère peut-être vivait, était un être en tant que tel, et qui maintenant n'est plus qu'un signe, une image, dans une présentation artistique. Merci. J'en aurais 3 questions de suivi à faire. Évidemment, je ne le ferai pas parce que je vois qu'il y a des gens qui font prendre des notes. Est-ce que, non, mais je dois vous avouer, moi, je dois faire un commentaire. C'était pour moi pas évident comme sujet. Je vois que le fil, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas qu'un fil, il y a plusieurs fils qui sont en train de tisser des réseaux et effectivement, je vois les gens prendre des notes. Alors moi, je me retiens, je les laisserai vous relancer tantôt. Alors, le dernier fil va peut-être compléter le réseau transmatique, évidemment. Eh bien, pour nous, la première image, avec la relation animal et mort, c'est certain que c'est les grottes de Lascaux. On ne peut pas faire abstraction du bonhomme avec sa lance qui va tuer son bison. C'est certain que c'est la première image. Ensuite, on se dit, bon, dans la Genèse, c'est écrit clairement que l'homme doit soumettre à ses pieds tous les animaux qui volent, qui marchent et qui respirent. Donc, l'homme a autorité, il y a un consensus qui se fait, peut-être un éthique, qui se fait par rapport à la religion, que nous, en tant qu'hommes, en tant qu'humains, on a le droit de tuer tous les autres animaux. Et c'est nous les boss, c'est ça. Ensuite, c'est cette éthique-là qui a été remis en question. Ouais. Puis ensuite, l'artiste, à l'époque, qui ne pouvait pas protéger ses propres pièces, qu'on lui faisait faire des commandes à la Renaissance et tout ça, l'artiste a été utilisé maintes et maintes fois pour rendre acceptable la mort par la religion. La religion passait toujours des commandes, puis disait tout le temps, rendez-moi ça acceptable la mort, parce qu'il faut absolument que les autres y croient. Alors, on a commencé à évacuer cette violence-là entre l'animal et la personne. Après ça, on pourra continuer. Je peux laisser la parole à Hélène, mais pour nous, c'est certain qu'on vient du milieu de la performance. Et lorsque j'entends des personnes dire « Oh, c'est pas drôle, ils ont coupé à la tête la poule » ou ils ont fait une action, ils ont égorgé quelqu'un. Quelqu'un. Non, mais je veux dire quelqu'un parce qu'il y a tellement de mensonges en histoire de l'art, comme la personne qui s'est coupé le pénis, elle ne croyait pas ça. Il y a toutes sortes d'affaires comme ça pour faire peur aussi aux gens, dans la théorie même. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'en performance, c'est que si on fait une action, on n'est pas en théâtre. On la fait à l'action. On ne se pose pas la question, est-ce que c'est éthique de l'égorger? Si dans ma performance, j'ai besoin d'égorger un poulet ou quelque chose d'autre, je le fais. Je dois le faire parce que c'est de la performance, c'est pas du théâtre. Je ne joue pas. Et ça, on rencontre ça parce que de plus en plus, à partir des années 60, on doit faire face à la quotidienneté. Et beaucoup d'artistes qui ont pris de tournant social. Il a passé la parole. Vous avez ici un effet de notre couple qui discute depuis des années. Sur la table. Alors, je te suis effectivement en performance depuis les années 50, 60. On a fait pour vrai ça. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que depuis les années 90, l'artiste ne le fait pas aussi impunément qu'il le faisait avant. On a un public qui se lève debout et qui dit donc ça ne se fait plus. Ça se fait encore. On a vu dans l'histoire de l'art, même on voit des extrêmes. Ce que je peux vous dire que dans sa tête, présentement, elle pense à une performance où que, Rachel a tué, excusez-moi, a tué une truite, et c'était l'enfer pour cette personne-là, pour cette performeuse-là. Je peux vous dire qu'elle s'est fait crier, huer, et ça ne se fait plus. Mais je pourrais dire que 5 ans auparavant, ça se faisait encore. Oui, Joël Hugo étripe un lapin au lieu, personne s'émeut, ben, ça nous fait quelque chose, mais personne crie au meurtre. Et quelques années plus tard, une truite. Pourtant, le poisson, c'était pas proche de nous. Comme vous avez lu tous les articles dans Google,
On sait très bien qu'un mammifère est plus proche. Qu'un poisson, ben, on peut le maltraiter, c'est pas si grave que ça. Où on a l'exemple de la mouche, Damien, où personne s'offusque que les mouches meurent. Déjà, le poisson s'offusque un petit peu plus, mais moins que le chien, donc, qui était mentionné tout à l'heure. Donc, il y a tous ces niveaux d'éthique qui sont très variables, finalement, évidemment d'une culture à l'autre, mais aussi d'un artiste à l'autre. Bon, voilà. Mais l'artiste travaille de plus en plus la relation art et vie, c'est un peu normal qu'on en arrive là. Et c'est souvent, évidemment, comme ça a été mentionné, pour amener une certaine réflexion, mais faire sortir, dans le fond, la violence du capitalisme, ça nous a été soulevé, la violence de notre monde en général. OK, merci. Là, je sens qu'il y a des gens qui veulent peut-être, même dans la salle, réagir et ou poser des questions. On revient à la question d'éthique. On revient à la fonction de l'art contemporain qui est de révéler, peut-être même si ce n'est pas nécessairement pamphlétaire, de révéler. Tout ça dans le sens de on pousse les frontières et on les pousse de plus en plus au point où c'est flou. Mais on se rend compte que c'était déjà là aussi, là, jusqu'à où. Puis on pose la question, évidemment, là. Ben, on revient à l'éthique, c'est ça. On va retourner avec vous. Puis je veux juste rapidement voir s'il y a des gens qui ont quelques réactions et d'autres liens à tisser. Et après, je vais m'en aller dans la salle. Et quelqu'un va me dire qu'elle a des retours. Les oui, non, mais j'ai pris plein de notes, puis ce que j'écoutais me donnait plein de pistes de réflexion. Déjà, ben, ceux qui me connaissent vont dire que je répète toujours la même chose, mais comme vous ne me connaissez pas, ça me permet d'en parler. Ce qui est intéressant dans ce que j'écoute, c'est qu'il y a un constat, c'est que l'art est anthropocentriste et l'art est spéciste. J'ai beaucoup aimé votre lapsus. Ils ont dégorgé quelqu'un, maintenant un animal. Et pourquoi c'est acceptable de tuer un animal, d'utiliser un animal en art et que ce ne serait pas acceptable d'utiliser un être humain? Est-ce que si Karine avait mis une tête de quelqu'un mort, de mort naturelle devant elle, dans sa performance tantôt, on l'aurait regardé de la même façon? Probablement pas. Et si c'est le cas, pourquoi? Et il y a toute une piste de réflexion là, mais qui n'est pas propre à l'art, hein, qui est commune dans toute notre société. Pourquoi on s'offuse d'une truite qui est tuée, alors que je pense que 99% des gens ici en mangent au moins une fois par semaine? Mais il y a un autre élément qui me semble encore plus intéressant, parce que ça, c'est des trucs dont je parle tout le temps, alors là, c'est une nouvelle idée. Dans l'art, la mort de l'animal est omniprésente, alors que sa vie, elle, est beaucoup moins présente. On va parler qu'on condamne la mise à mort, qu'on montre, qu'on fait le lien entre l'animal mort et ce qu'on a dans notre assiette. Mais rares sont les artistes qui vont montrer la vie des animaux. Et les animaux avec qui on interagit, 99% d'entre eux sont des animaux qui ont été élevés dans un élevage industriel, c'est-à-dire enfermés, pas de lumière, attachés, tout ça, c'est ça. Et c'est pas présent dans l'art, et je me demande pourquoi. Pourquoi c'est pas quelque chose qu'on veut montrer? Pourquoi c'est pas quelque chose qu'on montre? Mais là-dessus, moi, j'aimerais revenir aux gens de l'histoire de l'art. Et vous, monsieur, vous avez surtout tantôt dit l'animal comme objet, comme matériau, et ça nous amène à réfléchir à l'animal comme sujet. Je me souviens pas. Oui. Alors, ça va tout directement à la question que je pose. Est-ce qu'on s'en sert juste encore comme objet parce que c'est intéressant, c'est provocateur et tout ça, mais où est-ce que c'est rendu ce rapport à l'animal comme sujet dans l'art contemporain? Ben, je pense que d'abord, à l'échelle de l'histoire de l'art, l'animal comme sujet, l'animal qui est non plus seulement utilisé, ou du moins qui est utilisé avec un sentiment de responsabilité de la part de l'artiste, c'est relativement nouveau, relativement récent en tant que tel. Par ailleurs, il faut aussi s'aviser du fait que ce qui est relativement récent à l'échelle de l'histoire de l'art, c'est qu'on est passé depuis un phénomène séculaire, en fait même millénaire, de représentation de l'animal, et depuis peut-être un demi-siècle, à peu près, environ, l'animal est littéralement présent. Donc, passage de la représentation à la présence.
Or, il est vrai que cette présence de l'animal, elle est parfois transitoire ou transitive, disons, à une représentation, une vidéo que l'on va présenter d'une performance où un artiste a, par exemple, utilisé, interagi avec un animal quelconque. Et effectivement, c'est plus rare, effectivement, de donner à voir, ou donner à éprouver ou à rencontrer l'animal en tant que vivant encore. Alors, il faudrait, par exemple, s'interroger sur le fait que l'animal, il a été présent beaucoup comme accessoire en performance, donc présent de manière ponctuelle, quelques heures, le temps d'un geste. Il faudrait aussi s'aviser que l'animal a été présent et continue d'être présent beaucoup comme représentation, comme motif iconographique. Donc l'animal vivant peut simplement servir, un peu comme on le voit avec la vidéo, l'œuvre à Bessemed, que l'on voyait il n'y a pas si longtemps ici derrière nous. C'est le rat, le chat qui mange le rat, mais au moment donc, à un moment très précis. Par contre, je pense qu'il y a aussi des œuvres qui sont plus de nature processuelle, où là, ce qui nous est donné à connaître, c'est quand même la vie de l'animal, l'existence de l'animal. Je vais donner simplement un exemple qui est parlant à la fois de cette espèce de maîtrise de volonté prométhéenne de l'être humain d'exploiter, de travailler la nature jusque dans le génie génétique, mais qui traduit aussi un sentiment de responsabilité envers la nature. C'est l'œuvre G.H.P. Bonny de Édouard Dauclair, donc le fameux lapin Alba, un lapin qui a reçu en fait un gène altéré d'une méduse, qui fait en sorte que ce lapin, il est identique aux autres lapins, mais c'est un lapin albinos, et lorsqu'on l'éclaire avec une lumière bleue particulière, il brille. Mais autrement, c'est un animal qui est en santé, donc l'altération, la modification génétique n'a pas compromis par ailleurs son bien-être ou sa santé, ou l'expression possible de ses comportements naturels. Mais Édouard Dauclair, il prend soin de nous dire que son œuvre, son projet, ce n'est pas simplement la création matérielle de cette chimère, de cet être vivant, c'est aussi ce que Joseph Beuys, l'artiste allemand, appellerait une sculpture sociale, c'est aussi tout le débat public qui est... merci. C'est aussi tout le débat public qui est activé par cette révélation, cette découverte, ce produit à la fois scientifique et artistique. Et Édouard Dauclair nous dit aussi que l'œuvre, c'est aussi le fait que le lapin, il a été adopté par lui et sa famille, et donc ça devient un animal domestique. Et pour lui, c'est extrêmement important que cet animal ne soit pas simplement une prouesse technique, une œuvre artistique, ou du moins que l'œuvre artistique fasse corps avec la vie et l'existence de ce lapin. Il fait partie de sa famille. Il fait partie de la famille, effectivement. Est-ce que finalement, il a réussi à avoir ce lapin-là comme animal de compagnie, puisqu'en France, les animaux transgéniques de compagnie sont interdits? Ah bon, ben, une autre limite de repousser. Et d'ailleurs, pour préciser, je pense qu'il est bon de le dire, il avait été interdit d'exposition à Lyon et il n'a pas créé ce lapin-là. Ces lapins-là existaient en laboratoire, il ne l'a que révélé à la société. Je voulais juste rebondir là-dessus, parce que exactement, c'est là où je voulais partir, que c'était comme tu disais tantôt, un révélateur. Je pense que j'ai beaucoup aimé le parallèle avec la notion de signe. Ça devient un signe, on objectivise l'animal, etc. Donc, juste approfondir un peu ce que je disais tout à l'heure lorsque je disais que la trajectoire, pour reprendre le mot-clé de l'événement du capitalisme, c'est de bouffer les frontières, mais cette désacralisation des frontières se fait en transformant tout en signe. L'emblème de ça, c'est évidemment la monnaie. La monnaie qui était avant de l'argent qu'on dit sommet cher, des métaux précieux comme de l'or, de l'argent, etc. Et qui est devenu maintenant que des signaux électroniques. Je pense que les propositions artistiques dont on parle tout à l'heure, c'est justement cette révélation de cette transformation universelle en signe d'à peu près tout, donc de marchandises.
d'à peu près tout. Et ce fameux lapin en est le meilleur exemple parce qu'effectivement, c'est même pas une création de l'artiste. Le geste artistique est une révélation de cette espèce de flou entre frontières dont on parlait tantôt, notamment entre la culture de la vie et du vivant, c'est-à-dire la nature du vivant. Donc c'est très très intéressant de voir qu'il y a une espèce c'est un contre-discours dans le fond sur l'histoire que cette exposition-là nous offre en révélant cette surmarchandisation, cette surobjectivisation du vivant. Allez-y, puis après, Joël m'avait fait signe il y a bien longtemps, puis là, je suis capable de reconnaître Joël. Mais s'il y en a d'autres qui ont des questions, des petits commentaires ou d'autres liens à apporter, continuons à fixer ce réseau. Allez-y, là. Ben, en fait, quand Patrice parlait de l'œuvre d'Édouard Daucac, ça m'a fait réfléchir parce que cette œuvre, oui, part du vivant de la bête. L'artiste l'a adopté, mais on parle très peu donc de nourriture dans ces cas-là. Il y a un groupe d'œuvres en art contemporain qui vont traiter de l'animal et de leur vie, des questions éthiques, mais rarement on va faire le pont de la vie de l'animal jusqu'à la mort et jusqu'à la viande dans notre assiette. Il y en a quelques-unes. Bon, je pense à Yana Sterbach avec Flesh Dress, qui a fait photographier sa robe sur une danseuse qui était végétarienne. Donc là, il y a un questionnement à la fois sur l'animal vivant, mort jusqu'à l'assiette, mais c'est quelque chose qui par la suite a été très très peu abordé. Donc, en règle générale, on va soit d'un côté parler de l'animal vivant, soit de la nourriture sans considérer l'animal, et c'est quelque chose qui probablement dans les prochaines années, puisque ça commence déjà, on le voit, à se tisser. Donc, il y aura des liens qui vont se tisser de plus en plus dans l'art et évidemment dans la société entre cette nourriture et cet animal qu'on a tendance à vouloir séparer, évidemment, parce que ça fait bien notre affaire lorsque l'on mange de la viande. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, je crois que je vais arrêter là. Joël, je non, mais c'est très rapidement, en fait, c'est que vos discussions, il y a une notion en fait qui me semble importante, ou peut-être un point en fait que j'avais, je ne suis pas historien de l'art, je ne suis pas non politicien, mais que cette frontière entre l'éthique et l'esthétique est aussi une frontière qui est établie par la marche capitaliste. Et je me pose la question, est-ce que l'art dont on parle contribue aussi à banaliser cette frontière? Parce que je comprends qu'elle la révèle, mais est-ce qu'elle la banalise en même temps? Et je vais vous donner juste un exemple rapide. Moi, avant de vous entendre parler, je ne savais pas que c'était une artiste qui avait fait une flèche. Je pensais que c'était Lady Gaga, parce que je suis désolé de mon ignorance. Je suis désolé de mon ignorance. Lady Gaga l'a fait, mais voilà, exactement. Mais c'est pour vous dire, quand Lady Gaga porte une robe de viande, ça devient banal de le faire. Et c'est là, je me questionne juste sur cette différence, parce que l'art a inspiré une artiste, une performeuse, certainement, à répéter un geste qui est artistique, mais quand elle l'a répété, je me demande est-ce qu'elle contribue à la faire émerger, ou à faire réfléchir, ou à faire qu'on prenne conscience de cette distinction, ou est-ce qu'elle la banalise, est-ce qu'elle la rend plus encore plus juste? Premièrement, pour les photos, ils gagnent beaucoup d'utiliser la viande. Il y a beaucoup d'artistes qui vont utiliser des animaux, tout ça, pour ressortir mieux au point de vue photographique et être simplement édité dans une œuvre d'art. Ça existe aussi dans le processus créateur. Il ne faut pas oublier ça. Ce qu'on voit depuis le champ de l'éthique animale, à peu près 30 ans, c'est assez récent. Et ce qu'on voit de plus en plus, ce qu'on comprend de plus en plus, c'est que la distinction entre l'homme et l'animal est moins une distinction de nature que de degré. Et peut-être que dans l'art, on sent aussi, on parlait de la robe de viande qui a 20-25 ans, il y a des artistes australiens, dont j'ai évidemment oublié le nom parce que je n'ai pas le nom, qui ont fait non pas un manteau en cuir, ce qui est assez banal, mais un manteau en peau humaine, parce qu'on peut faire de la peau humaine en labo, là, parce qu'on fait des greffes de peau. Ils ont fait un manteau en peau humaine. Et là, ça devient intéressant parce que, évidemment, on est complètement dégoûté par ce manteau-là, personne n'oserait le porter. Et là, la réflexion que ça amène entre notre propre peau et celle des animaux avec lesquels on se fait est super intéressante. Et ce qu'on voit aussi apparaître dans l'art, c'est donc cette distinction-là qui tend à s'amenuiser. Et peut-être qu'on utilisait les animaux dans l'art pour utiliser, parce que leur mise à mort est plus facile que la mise à mort de l'homme. On veut parler de mort, on n'ose pas tuer des humains, donc on prend des animaux parce que c'est plus accessible. Et là, ça commence à nous déranger. On va aussi apparaître
fait des prises de perspective du point de vue des animaux. Et ça aussi, ça fait évoluer la moralité. Si on voit le monde comme un animal, on va considérer les animaux différemment. Entre autres, Laurent Glassot, l'artiste français qui avait accroché une caméra à un faucon, Starbuck aussi le fait avec un chat, et c'est des trucs qu'on voit. C'est un chien. C'est pareil. L'ADN, ça se ressemble bien. Donc, voir le monde comme un animal vivant, ça peut aussi changer les choses. Et je rêve d'un artiste qui va nous montrer le monde du point de vue d'une vache attachée dans un... Il y en a plein, hein. Il faudrait faire la recherche, mais ça existe. Ben, Sanguinetti, tu l'abordais tout à l'heure. Ces photographies sont évidemment... Il y a du point de vue de... C'est toujours... Le point de vue photographique est toujours le point de vue de l'animal. Il y a une raison pour laquelle on l'a intégré dans l'expo, et c'était entre autres pour cette raison-là. Juste en deux secondes réagir à ce que je vais dire, c'est super intéressant parce que ça démontre en fait ton exemple entre Sterback et Lady Gaga, la puissance de cette machine de désacralisation dont je parlais, c'est-à-dire que Sterback en 91, quelque chose comme ça, quand il est venu à Ottawa avec sa fameuse robe de chair qui s'appelait précisément Vanitas, robe de chair pour albinos anorexique. C'est assez intéressant parce qu'albinos anorexique, c'est quelque chose de complètement transparent. J'étais une femme, on me dirait que tu es une albinos anorexique de façon symbolique. Je pense que ça ne va pas assez mal. Et donc là, ça a choqué. Je me souviens quand c'est à Ottawa qu'il était exposé. Ça avait choqué énormément pour plein de raisons. La photo, effectivement, avec la mannequin. Lady Gaga n'a pas choqué, ou à peu près pas, c'était amusant, ou machin. Donc, ça a été complètement récupéré par la machine commerciale de marchandisation. Puis, albinos anorexique, Lady Gaga. Je voulais juger. À la question de Joël, est-ce qu'il y a une autre réaction ou est-ce que quelqu'un d'autre dans la salle aurait une question ou un commentaire? Allez-y donc. Oui, ok. Ben là, vas-y donc. Le faux micro, je pense. Oui. Vous enregistrez. On parle beaucoup de notion de prédation. En fait, on n'a pas dit le mot encore, mais de faire des manipulations génétiques, c'est une forme de prédation. D'utiliser l'animal dans l'œuvre, c'est une forme de prédation. D'assassiner l'animal pour le manger, oui. Est-ce qu'on va refaire le débat aussi sur la protection du phoque, qui lui a détruit notre morue? Petite réflexion comme ça en passant, dans un faux micro, mais dans un vrai débat. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Votre petite réflexion. Est-ce qu'il y a une réaction ici? Ça a toujours été le pouvoir en place qui va décider de ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. À une certaine époque, on nous faisait toujours dessiner des animaux montés et tout ça pour la religion. Là, on se sert plus des artistes, c'est la publicité qui le fait. C'est toujours le pouvoir en place qui a son message à passer. Puis Lady Gaga, moi, je pense que ça passe plus. Parce que maintenant, la société est comme ça. Moi, je parle pas de bien ou de mal, je parle de prédation. C'est un capitaliste. Moi, je parle de bien C'est de prédation aussi. Je parle de bien et de mal. Est-ce qu'il y a une autre question ou commentaire en relation à ça? Excusez-moi, excusez-moi. Ton nom, en fait. Oui, non, mais c'est en fait par rapport à la prédation puis au capitalisme, c'est qu'en fait, moi, ma grand-mère, là, elle tuait son poulet puis elle tuait son lapin, puis à 5 ans, j'avais affaire à ça, puis je dealais avec ça. Et je pense pas que je réagis d'une même manière face à un poulet qu'on égorge. Donc, et ça, c'est très récent dans le développement de cette séparation organisée par le capitalisme par rapport à nos rituels de prédation. C'est-à-dire qu'il y a des rituels de prédation. C'est pas simplement des... ça fait partie de notre corps animalité, c'est-à-dire que ça fait partie de la sauvagerie. Dans les études anthropologiques, la tête d'humain accrochée, là, il y en avait. Et ça apparaît à la fin du 19e siècle. Fait que c'est notre rapport à la sauvagerie, c'est-à-dire notre incapacité à dealer ça puis à mettre ça dans les mains d'un système capitaliste qui va, lui, gérer ça pour nous. Puis quelque part, c'est là qu'il faut résister, parce que c'est là que, justement, en devenant tous des signes, bien, on n'a plus de corps. C'est super intéressant la prédation. Pour moi, c'est tout ce dont on parle et ce que vous venez de dire aussi, c'est
c'est le camouflage de la violence. Hein. Et le capitalisme est le champion comme système de ce mécanisme de camouflage de la violence en le transformant, en le subsumant dans des marchandises, par exemple, qui n'est que la concrétisation d'une violence économique certaine, c'est-à-dire, en parlant en termes vraiment marxistes, d'aliénation du travail, qui se transforme en marchandise. Et c'est la remarque que vous faites, et ce rapport, effectivement, à une espèce de transparence ou d'absence de révélation, c'est simplement la même marche qu'on Juste ajouter, en fait, c'est camouflage de la violence, mais également camouflage de notre propre mort. Hein, parce que par la mort de l'animal, c'est notre propre mort qui nous est révélée. Donc, en ne voyant plus l'animal mourir, ben, on s'imagine qu'on est immortel. Du moins. D'où la botox de Lady Gaga. Est-ce qu'il y aurait un dernier commentaire de la salle? Non. On va attendre. Je vais entendre Mme Desaulniers parler de la sauvagerie. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus. Un mot? Oui, ben, ma perspective en éthique, elle est très conséquentialiste. Hein. Donc, je n'ai pas d'approche ce qui est bien, ce qui est mal. Je mesure les conséquences et pour moi, la sauvagerie n'est pas le plus grave des problèmes. Donc, les gens qui tuent eux-mêmes leurs animaux, non, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Pour moi, il y a une valeur intrinsèque à la vie et tuer un animal est mal, mais c'est pas si grave que ça. Non, pas du tout. Je voudrais juste voir s'il n'y a pas une dernière... non, c'est parfait. Une dernière question, un commentaire dans la salle. Quelqu'un qui souhaiterait aller un peu plus loin? Ben, nous sommes mangeurs, nous sommes prédateurs. Oui. D'ailleurs, le lunch est C'est ça. Regardez, je cherchais une façon élégante